Bienvenue à Balade au cœur du rétablissement, là où la liberté nous attend. Alors, c'est notre épisode pilote. L'équipe de l'unité Don Rémy va vous mettre la table pour les prochains épisodes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, se balader au cœur du rétablissement? Pour tout vous dire, en fait, on a hésité à appeler ça « balade au cœur des dépendances ». C'est sûr que ça peut paraître plus accrocheur, mais on a changé parce que ce qu'on fait ici, c'est accompagner les personnes dépendantes sur leur chemin de rétablissement. Les guider à arrêter de subir pour reprendre leur pouvoir d'action. C'est un peu notre leitmotiv. On va vous en parler. Et aussi, vous donner des trucs, des outils au fil des épisodes. Ce qu'on veut aussi, c'est accueillir des invités. Aujourd'hui, on accueille une participante de l'organisme pour qui la dépendance est un enjeu dans sa vie. Elle va nous raconter un bout de son parcours. Je prends aussi quelques instants pour remercier le projet DataAide, géré par Centraide Montréal, qui nous permet d'avoir du matériel de haute qualité. Pour le plaisir de vos oreilles, on l'espère. Avant de démarrer, on voulait vous remercier d'être à l'écoute. Les voix que vous entendrez sont celles de l'équipe d'intervenants. José. Bonjour tout le monde. Sébastien. Bonjour, Aïe. Mario. Bonjour. Et moi-même, Catherine. Dans les dernières semaines, on a fait appel à vos questions. On a bien reçu vos envois, merci. On va y répondre tout au long des différents épisodes. Alors, comme je disais, une participante a accepté notre invitation à venir raconter un bout de son histoire. Bienvenue, Marika. Merci. Merci pour ta contribution. Pour commencer, pourrais-tu nous parler de ce que tu vivais quand tu consommais? Quand je consommais, j'étais plus bien. Je voulais dormir, je voulais endormir mes émotions, je voulais plus les vivre. J'avais l'impression que j'avais pas d'espoir. J'ai pensé au pire, que des choses que je me serais jamais imaginées avant ça dans ma vie pensée. Je pense que j'ai touché vraiment le fond du baril, comme on dit, les bas-fonds. Ouais. Je suis une fille qui a toujours été enjouée puis de bonne humeur, puis j'avais le bonheur facile. Puis je me reconnaissais plus. C'était vraiment... c'était plus moi. Vraiment plus. Les gens non plus, les gens autour de moi non plus. Il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est quoi qui t'a aidé à t'en sortir, Marika? Ce qui m'a aidé à m'en sortir, en fait, les premiers jours, quand j'ai arrêté de consommer, c'était un peu par obligation. Je me suis ramassée à l'hôpital, puis 6 jours, pas 6 mois, pendant 6 jours. Mais l'hôpital, ça a été ton point de non-retour, là, dans une certaine mesure. Oui. J'ai passé 6 jours, donc sans consommer, à revenir tranquillement un peu à moi-même. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, non, il faut que j'en profite de ce moment-là. Là. Puis, j'avais déjà commencé, avant que tout ça arrive, j'avais commencé à fréquenter quelques ateliers ici. Puis, j'ai vu ça comme... Je sais pas comment le dire, ma bouée. Tu sais, je me suis dit, je suis allée quelques fois, puis faut que je m'accroche à quelque chose qui m'aide, puis je me rappelais que je m'étais sentie bien quand que je venais ici, fait que, Te souviens-tu de la première fois que tu es venue ici, Marika? Ton premier souvenir, ta première image? Oui. Je me rappelle même les premiers temps. La première fois que je suis rentrée ici, que j'ai débarqué de mon auto, puis j'ai marché, puis dans ma tête, je me disais, ça se peut pas, je suis rendue là, à
avoir besoin d'aide pour ça. Moi, j'aurais jamais pensé de développer une dépendance dans ma vie. Même si, à ce moment-là, j'étais pas consciente que, dans le fond, de la dépendance, j'en avais eu toute ma vie. C'était la dépendance affective, tu sais. Je me disais, ça se peut pas. J'ai vu la porte, j'étais gênée. En tout cas, finalement, j'ai passé la porte, puis j'ai été super bien accueillie. Ça m'a donné l'envie de revenir. Si tu regardes la Marika qui est arrivée ici, avec toute sa timidité, sa fragilité puis ses peurs, puis tu regardes la Marika d'aujourd'hui, c'est quoi la différence la plus importante que tu vois de toi? Ben, en fait, je me suis retrouvée. Mais non seulement je me suis retrouvée, mais je me suis retrouvée en mieux. Parce que je suis venue ici chercher les outils pour m'aider dans tous vos ateliers. Tu sais, ça finit tout par se rejoindre un petit peu entre eux, tu sais. Puis, ben, j'ai aucun... si c'était à refaire, je referais le même chemin puis je passerais la même porte. Tu lui dirais quoi à cette Marika-là de v'là quelques mois? Je dirais, ça vaut la peine de le faire. Ça vaut vraiment la peine. Fais-le. Je l'ai déjà dit, puis je leur dis, c'est vraiment le plus beau cadeau que je peux m'être fait dans ma vie, d'être venue ici. Ben, merci beaucoup, Marika. Ça me fait plaisir. Donc, on a pris ce slogan « Balade au cœur du rétablissement, là où la liberté nous attend ». Moi, je voulais lancer la discussion ici. Ça veut dire quoi pour nous, se balader au cœur du rétablissement? Hein? Qu'est-ce qui se cache au cœur des dépendances? Bien, pour moi, en tout cas, ce qui se cache beaucoup au cœur des dépendances, c'est beaucoup de souffrance. Moi, je fais une grande différence entre une simple mauvaise habitude et une dépendance. Je pense dans ce qu'on vient d'entendre de Marika, c'était assez évident. Puis, tu sais, la cause des dépendances, peu importe la substance, peu importe la dépendance, la cause est la même pour tout le monde. Donc, tu sais, ici, on travaille beaucoup avec la fleur de dépendance parce qu'on a identifié chez la plupart des dépendants des éléments qui font en sorte qu'ils vont avoir développé une dépendance, puis ça va les maintenir encore dans des comportements dépendants. Fait qu'il y a l'identité négative de soi. Souvent, c'est un peu abstrait pour les gens parce qu'ils disent « Non, moi, j'ai de l'estime de moi », mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond puis qui est souvent enraciné depuis l'enfance. Il y a aussi le besoin d'amour et de contrôle. Ça, on retrouve ça beaucoup chez les dépendants affectifs. Alors, un besoin immense d'amour. Puis, comme je veux beaucoup d'amour, ben je vais chercher à contrôler aussi l'autre pour être sûr de ne pas perdre cet amour-là qui est vital à ma vie. Hein? Oui, ça, on croit vraiment que c'est vital, hein? Donc, Josée, tu parlais des différents éléments. Il y avait l'identité négative de soi, le besoin d'amour et de contrôle, puis il y a deux autres éléments. Une immaturité émotionnelle aussi, puis un manque d'objectivité. Donc, souvent, pour les dépendants, c'est tout noir ou tout blanc. On a de la difficulté à avoir des zones grises, un regard plus lucide sur ce qui nous arrive. On est beaucoup dans le drame. On est des êtres assez dramatiques. Donc, nous, on essaie de travailler avec ces éléments-là pour redonner aux gens un pouvoir d'agir sur leur comportement. Un peu ce que Marika expliquait là, dans son témoignage. L'immaturité émotionnelle, souvent on entend, notamment par rapport à un problème d'alcool, c'est que c'est la maladie des émotions. Donc, je dirais que c'est commun, voire 95%, je lance ça dans l'univers, là, sans base statistique, mais c'est très probable de croire que les principales raisons pour lesquelles les gens consomment en général, c'est parce qu'il y a un malaise à l'intérieur d'eux-mêmes qui sont pas capables de bien gérer. Puis moi, si je peux faire du pouce sur l'aspect balade au cœur du rétablissement, une balade, ça implique un chemin. Puis un chemin, ça implique parfois des obstacles. Puis pour moi, le rétablissement, c'est quelque chose qui est parsemé de haut et de bas. Donc, il n'y a pas d'histoire qui est parfaite. Au contraire, elle est parfaitement imparfaite. Je trouve que c'est assez représentatif. On ne se vend pas du rêve ici ou en individuel ou n'importe où dans la vie. C'est pas ce qu'on partage, c'est pas ce qu'on essaie de dégager comme idée. Là. Au contraire, ça se pourrait que ça soit difficile, mais c'est pas obligé d'être
la souffrance qu'on avait anticipée, ni celle qu'on pense qu'on va vivre. Donc, dans le manque d'objectivité, il y a ça aussi. Le fait d'avoir de la difficulté à croire qu'on va être capable de traverser ce chemin-là. Ben, c'est sûr que sur le chemin, il y a des cailloux, il y a des belles rivières aussi, des belles fleurs, mais il y a des cailloux, des roches, parfois des moeurs. Parfois, on ne le regarde pas assez, donc on peut trébucher. Mais justement, c'est de revenir dessus, puis de garder le cap. Moi, je trouve que notre terme balade, il est très ajusté parce que comme on a une tendance au drame, alors de voir le chemin comme une balade, ça permet d'atténuer notre côté très dramatique. Ça l'aide aussi. Oui, absolument. Je veux faire du pouce là par rapport aux émotions. C'est sûr que c'est un grand axe à notre travail, les émotions. Hein. Moi, je suis belge à l'origine, puis c'est en arrivant au Québec, j'ai entendu cette expression « geler ». Ces émotions. Non, par rapport, quand on se gèle, quand on prend des substances, on dit on se gèle. Mais c'est vraiment ça, hein? C'est de pouvoir nous couper de ces émotions-là. En fait, nous couper aussi d'une souffrance plus profonde, hein? Comme dit José, la dépendance affective qui est la mère des dépendances. Et donc, c'est un gros travail, hein, de pouvoir petit à petit reconnecter avec ça. Donc, en reconnectant avec nos émotions, on reconnecte quelque part aussi avec notre souffrance qui est là. Et donc, c'est important d'être accompagné dans ce chemin-là pour les comprendre, mais aussi avoir des outils, des pratiques pour pouvoir les traverser. Et oui, commencer à dédramatiser, à pouvoir simplement les observer, pouvoir simplement s'en servir, en fait, pour venir nous dire, parce qu'elles viennent nous dire quelque chose, ces émotions-là. Et petit à petit, les amadouer, petit à petit, s'en faire des amis, s'en faire des alliés, pour continuer justement dans notre vie, pour retrouver cet équilibre de vie-là. Moi, ce que j'aimerais rajouter sur ce que Catherine vient de dire, c'est qu'il y a une très grande part d'aller voir sa souffrance au niveau émotionnel, mais je peux vous garantir que c'est beaucoup moins souffrant que de continuer dans sa dépendance. Parce que dans la balade de la découverte de soi, il y a des très, très, très belles choses aussi. Oui, il y a des cailloux, mais il y a des fleurs. Bien, la douleur, elle est inévitable. La souffrance, elle est facultative. Pour moi, quand on tombe dans la souffrance, c'est qu'on n'a pas entendu les signaux de notre douleur, on s'en est pas occupé. Puis comme dépendant, on a eu tendance, justement, pour pas être branché à nos émotions douloureuses, à remonter dans nos têtes. Donc, on a un mental très agité qui nous dit souvent et qui nous donne souvent des informations complètement erronées qu'on finit par croire et ça devient notre histoire de vie. Fait qu'il y a tout un travail aussi à aller confronter ces croyances-là qu'on a qui sont répétitives et qui nous maintiennent dans la souffrance. Et quand tu parles de tête versus cœur, à titre d'intervenant, on n'est pas à l'abri non plus de thérapeutiser nos émotions. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a habité pendant un bon moment. Puis quand j'en ai pris conscience, ça a été un peu... ça a été choquant parce que, tu sais, à titre d'intervenant, on peut se dire... moi, j'ai la science infuse, je devrais bien aller, je connais les moyens, je connais les outils. Alors que d'être dans sa tête, alors que ça se passe réellement au niveau du cœur, notamment au niveau des stratégies pour gérer ses émotions, eh bien, on peut très bien se couper de ses émotions. Notamment, moi, en ce qui me concernait, c'était plus la culpabilité que je pouvais ressentir vis-à-vis de choses X ou Y. Et j'avais le réflexe de tout de suite tomber dans les outils de gestion d'émotions plutôt que d'accueillir cette émotion-là, d'essayer de comprendre pourquoi elle m'habitait et ensuite essayer d'aller la confronter puis d'adopter des stratégies qui fonctionnent. Bien, Sébastien vient de défaire un gros mythe. Je suis sûre que vous aviez, chers auditeurs, que les intervenants et les thérapeutes sont parfaits. Je le pensais. Il y a 2 semaines, j'étais sûr de ça. Mais là, je ne le suis plus. Mais ça m'a comme confronté à... Puis j'ai été surpris de la façon que je me suis accueilli. Mais on s'entend qu'il y a effectivement le mythe que l'intervenant est en plein contrôle, alors qu'au contraire, ça nous humanise. Je voudrais... José a nommé les 4 axes sur lesquels qui font partie de notre philosophie d'action, sur lesquels tous nos ateliers sont basés pour aller nourrir ces axes-là. Je voudrais relancer la discussion de comment travailler sur ces 4 axes-là peuvent augmenter notre pouvoir d'action et donc notre liberté. José, tu m'as déjà verbalisé
de façon dégagée une phrase que je trouve tellement enrichissante et agaçante à la fois pour peut-être aux oreilles de certains. C'est qu'ici, les gens ne viennent pas obtenir les réponses, ils viennent trouver les réponses. Donc, je pense que ça rejoint très bien ce que tu essaies d'apporter comme point de vue parce que c'est en travaillant ces aspects-là qu'on va nous-mêmes trouver la force intérieure de se rétablir alors que les réponses sont déjà à l'intérieur de nous, c'est juste qu'on les a égarées ou on ne sait pas où chercher trop. Fait que juste cette petite mentalité-là, oui, parfois on veut obtenir les réponses, on voudrait un rétablissement tout prêt, tout cuit dans le bec, alors que c'est manifestement pas la représentation de la réalité. Moi, je vais vous parler un peu plus de l'identité négative. Parce que c'est quelque chose, quand on en parle en atelier, particulièrement dans la dépendance affective, les gens vont pas s'identifier, vont dire non, moi, j'ai quand même une bonne estime de moi. Puis, tu sais, l'identité négative, souvent, elle prend racine avec ce que moi, j'appelle la honte toxique. Chez la grande majorité des dépendants, il y a une honte toxique qui s'est installée. Puis, pour moi, la honte toxique, c'est la croyance profonde qui s'est cristallisée à l'intérieur d'eux, qui sont pas suffisants, qui sont pas assez, puis qui sont pas dignes d'amour. Puis cette croyance-là fait en sorte, particulièrement dans la dépendance affective, où moi je dis souvent, ils deviennent des artistes du Cirque du Soleil parce qu'ils font plein d'acrobaties pour obtenir l'amour, l'approbation des autres. Donc, je pensais qu'ils faisaient ça dans ton atelier. À partir du moment où ils découvrent qu'ils sont vraiment, qui ont à l'intérieur d'eux cette honte toxique-là, on peut déjà commencer à travailler sur une identité plus réaliste de soi. Moi, je dis pas une identité positive de soi parce que j'aime mieux que les gens développent une identité qui est réaliste. Je suis une personne humaine, faillible et imparfaite, mais je me connais, je sais où sont mes pièges, puis c'est là-dessus qu'on peut travailler ensemble. Donc, la honte toxique, pour moi, c'est vraiment un point de départ important parce que c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont avoir une dévalorisation d'eux-mêmes. Puis ça vient pas d'eux. C'est souvent quelque chose qui est venu de leur environnement familial. C'est quelque chose qu'on leur a donné. Cette honte-là, c'est une histoire qu'on s'est racontée sur nous, puis une histoire qu'il faut réécrire, qu'il faut revoir, qu'il faut repenser. Tu parles de l'enfance, il y a tout le débat là, entourant. Je pense que c'est assez fréquemment arrivé que les gens nous demandent hey, comment ça se fait que moi, je suis comme ça. Pourquoi moi, je suis dépendant alors qu'une autre personne ne l'est pas? Comment ça se fait que moi, je peux pas boire de façon récréative alors que mon voisin, oui? Fait que tout ce débat-là, c'est de comprendre la racine, donc les causes profondes des dépendances. C'est toujours c'est challengeant, mais je trouve ça intéressant. Puis on ne tombera pas dans le débat. Puis peut-être que dans l'avenir, on va y répondre à ces questions-là. Est-ce que c'est plus biologique? Est-ce que c'est environnemental? Est-ce que ça serait pas multifactoriel? Donc oui, on va s'en aller dans ces directions-là ultimement, mais là, je voulais juste vous plugger ça pour être un petit peu tease, comme je peux l'être aussi facilement. Oui, bien, je vais faire du pouce sur la honte que José met en avant. On a vu là, lors d'un atelier, par exemple, sur la honte, que ça prend vraiment racine aussi dans cette insécurité affective qui, petit à petit, quand les parents ou nos protecteurs nous aiment si. Donc, quand il n'y a pas vraiment développé, puis qui, hein, quand on ne l'a pas reçu, c'est difficile de le donner. Quand on n'est pas aimé vraiment inconditionnellement pour qui on est, et tous ces « je t'aime si », qui est là derrière, crée une insécurité aussi chez l'enfant. Alors, si on met ça en plus des parents absents pour X ou Y raison, que ce soit par rapport à la consommation, la dépression, le fait simplement d'être pas là, etc., mais ça fait en sorte que, quelque part, on veut commencer à contrôler son environnement. On croit que c'est comme ça qu'on va survivre. Et donc, comme José disait tout à l'heure en joke, ça devient vital, cet amour de l'extérieur, mais on a profondément en nous cette croyance-là. Et c'est de pouvoir petit à petit, en se redonnant de l'estime, en pouvant dédramatiser sa vie, donc de voir les choses plus objectivement, en se resécurisant quelque part affectivement, qu'on va voir, comme disait Sébastien, que tout est en nous. Au début, on peut croire, ben non, j'ai besoin de l'extérieur pour me donner de l'amour, mais non, on peut de la même façon, si on est capable de donner de l'amour à quelqu'un, on est capable de se donner de l'amour à soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup, beaucoup grandir et nous donne beaucoup, beaucoup de liberté, justement. Je t'écoutais, Catherine, puis ce que j'allais dire, c'est que
moi, je me suis vraiment mis à aller mieux quand j'ai commencé à avoir de la bienveillance envers moi-même, à me poser les questions aux gestes que j'allais poser. Est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que ça va être bon pour moi? Ou utile? Ou est-ce que ça va me nuire? Puis c'était vraiment ça. C'est finalement en étant bonne envers moi-même, puis en étant bienveillante envers moi-même, mon cheminement, il a comme déboulé. Le concept d'autocompassion qu'on a vu dans un atelier sur l'acceptation, de réaliser que le fait qu'on est dur avec nous-mêmes, qu'on n'est pas nécessairement dans... On n'est pas obligé d'être dans l'amour de soi, mais on n'est pas non plus obligé d'être dans la mésestime de soi, de regarder son passé, de ne pas en être fier, c'est une chose. D'être dans une honte toxique, c'est une autre chose. Donc, c'est fréquent, là, un vocabulaire très, très dur envers soi-même pour témoigner de son histoire passée, alors qu'on réalise que c'est une forme de souffrance qu'on s'inflige. Eh bien, c'est un petit peu le reflet de est-ce que je gagne à être dans l'autocompassion, puis ça veut pas dire de je me responsabilise pas, puis c'est pas grave ce qui est arrivé. Non, au contraire, je concentre mes énergies sur mon rétablissement plutôt que sur ce qui m'est arrivé dans une certaine mesure. Je pense que c'est ça qui a eu un déclic dans ta tête à toi. Oui, exactement. Puis aussi, là, tu parles, puis ce que ça me fait réaliser aussi, c'est que un moment donné, j'ai eu aussi un autre déclic dans ma tête que si t'es pas bon envers toi-même, c'est une deuxième souffrance qu'on s'ajoute. Tu sais, avoir une perception ou une réalité plus juste de ce que je suis versus positif, parce que positif, ça nous amène encore dans une fausse croyance. Et ça nous maintient aussi dans le perfectionnisme. Donc, le fait que j'ai une vue très réaliste de qui je suis me permet d'accepter la réalité telle qu'elle est face à mes émotions, à ce que je vis, à ce que je suis, sans penser que tout devrait être beau et parfait parce que j'ai arrêté de consommer. Pouvoir reconnaître ses forces autant que ce qu'on a encore à travailler. Oui, et j'inviterais les gens à aimer peut-être ce qui est plus difficile pour eux dans leur perception de qui ils sont, parce que dans la réalité, nous ne sommes pas juste une chose, mais un tout, et on devrait aimer le tout que nous sommes dans la réalité. Des fois, si la bouchée est trop grosse à prendre, parce que l'amour de soi, c'est quelque chose qui est pas facile toujours. Il y a un chemin qui peut être intéressant, c'est l'accueil et l'acceptation. Moi, je me dis souvent, dans mon parcours de dépendante, il y a des choses de moi que j'aimais pas, mais j'ai appris à accueillir et à accepter ce que j'étais maintenant. Puis l'amour est venu progressivement. Fait que des fois, on peut prendre un petit chemin de travers pour finalement arriver à l'amour de soi. Pendant des années, j'ai travaillé comme un mantra qui était plus au niveau de mental, puis qui petit à petit est descendu, qui était la réelle perfection et l'imperfection heureuse. Puis il y a un moment où j'ai senti clang, comme ça, en Belgique, on dit il y a les francs qui tombent. Avant, on avait encore les francs. J'ai senti les francs qui sont tombés, là, en moi, de « Hey, il y a quelque chose qui s'est ouvert. » Je me permettais d'être simplement ce qui était. Je me permettais de vivre des choses qui étaient peut-être considérées comme des erreurs, mais qui, en fait, sont des apprentissages. Puis là, ça m'a donné une légèreté, ça a ouvert une joie intérieure en moi. Nous, ici, on dit les boules qui tombent. Et? Mais les francs qui tombent, j'ai jamais entendu. Moi, ce qui me frappe de l'unité Don Rémy, c'est l'accueil. Vous l'avez mentionné, mais c'est un accueil qui est sécuritaire. C'est un accueil aussi où l'amour se transmet des participants aux intervenants et c'est comme une roue qui tourne. Donc, on est dans un environnement, comme vous l'avez dit, sécure, où on peut se montrer avec notre vulnérabilité sans sentir le jugement des autres. Donc, on apprend déjà à pouvoir exister avec nos différentes couleurs, sachant qu'on va être accepté avec. Ça, moi, ça m'a frappé quand je suis venu à l'unité Don Rémy la première fois. Je me souviens quand je suis arrivée ici, j'avais peur du jugement. J'avais vraiment peur d'être jugée à cause de mon problème, à cause de ce que je vivais. Puis c'est vraiment un endroit où je me suis sentie acceptée puis accueillie.
Moi, ce que j'ai le goût d'ajouter, c'est que parce que, tu sais, les dépendances, c'est quand même un sujet qui peut être lourd. Puis comme on est des personnalités colorées et dramatiques, ça peut prendre aussi des proportions Je sais pas de quoi tu parles. assez intenses. Il y a aussi de l'humour dans les ateliers. On fait des apprentissages aussi dans la légèreté et dans l'humour. On banalise pas ce que les gens vivent, mais on peut apprendre à rire de soi. Tu sais, l'autodérision, c'est aussi un passeport intéressant pour sortir du drame, puis pour sortir de nos souffrances inutiles et répétitives. Puis je pense que chacun dans nos ateliers, moi, je sais que pour moi, l'humour, c'est un outil qui est très important. Et souvent, je vais commencer par rire de moi, et ça montre aux gens que oui, on peut vivre des situations difficiles, on peut être dans une grande peine, mais c'est possible aussi de regarder ça d'un axe différent, puis d'aller chercher quelque chose qui va venir alléger ce qu'on est en train de vivre. Puis l'entraide, l'aide qu'on retrouve dans les ateliers, la solidarité, c'est vraiment quelque chose qui est porteur, qui est aidant. Les gens, ils ont un vrai filet de sécurité. Il y a des amitiés incroyables qui se créent aussi à travers les ateliers. Donc, c'est vraiment un lieu d'aide et d'entraide. Puis ça, c'est vraiment important de le dire. Je trouve que c'est une bonne idée. Josée, je vais prendre ce que tu disais, là, le rire de toi. Je pense que je vais faire ça aussi. Oui, mais tu le fais déjà souvent. C'est déjà bien instauré. Il y a les ateliers, mais il y a aussi les activités communautaires, comme le karaoké, là où on peut se dépasser, oser, où on nourrit encore plus ce filet social qu'on nommait ici. Puis c'est vrai qu'on chante parfois dans les couloirs. Parfois, c'est pas le bon terme. Et donc, se permettre d'oser, peu importe qu'on soit bon à chanter ou pas, les autres vont vraiment nous accueillir, ils vont nous applaudir de la même façon, juste parce que on a osé dépasser et surtout avoir du fun. Apprendre à avoir du fun sans consommer. C'est toute une affaire, parce que souvent dans la société, on est habitué, quand c'est des fêtes, quand on se désinhibe, quand on a vraiment du fun, souvent c'est accompagné de substances, au minimum de boissons. Mais là, on voit qu'on peut vraiment se donner, on peut vraiment s'ouvrir, avoir du fun sans consommer. Donc, ce que je retiens ici de tout ce qui a été dit, c'est qu'en travaillant sur ces 4 axes-là, qu'on a un petit peu entrevus, on est un petit peu ouvert ici à ces sujets-là, mais on retrouve notre pouvoir d'action, on retrouve notre liberté intérieure. Et qu'on est, comme Sébastien dit souvent cette phrase-là, on est notre propre outil de rétablissement. Donc, c'est avec une connaissance de soi plus profonde qu'on va pouvoir aller sur ce chemin qui parfois est semé d'embûches, mais justement, en les dépassant, on va beaucoup apprendre et on va devenir de plus en plus fort. Alors, merci vraiment à tout le monde. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre avec vous ce moment-là pour notre première. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Comment vous avez vécu ça? Ben moi aussi, ça a été un pilote intéressant, puis encore plus intéressant avec la lumineuse Marika qui est venue nous partager son vécu. Donc, à répéter, c'est vraiment agréable. Oui, puis je pense que c'est dans nos plans, d'ailleurs, de répéter l'expérience. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est un désir que j'ai d'approfondir parce que il n'y aura jamais de limite à ce qu'on va pouvoir aborder dans ce podcast-là. Il va juste tout ce qui est important, c'est d'avoir vos oreilles attentives. Puis c'est sûr, les questions que vous nous avez envoyées, on va s'en servir aussi pour construire les prochains épisodes où on va aller plus profondément dans un sujet particulier aux différents épisodes. Et donc, on va mettre nos ressources en œuvre pour continuer à enregistrer ces autres épisodes-là. Puis, n'oubliez pas, pour reprendre nos slogans, c'est dans la balade au cœur du rétablissement que la liberté t'attend. L'équipe est là pour vous, au 56 rue Turgeon à Sainte-Thérèse ou sur notre site web. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir. À bientôt tout le monde. À bientôt.